Lancement d'Apollo 17 dans quelques heures. 3 astronautes américains, Eugene Cernan, Harrison Schmitt et Ronald Evans, prendront le départ pour la Lune à 3h53 demain matin. Si tout va bien, Cernan et Schmitt seront les 11e et 12e hommes à marcher sur la Lune. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est difficile de dire quand un 13e homme arrivera sur la Lune, car le programme Apollo s'achève avec ce vol. Mais avant d'ouvrir notre dossier sur l'astronautique, voyons les titres de l'actualité. Sommet franco-soviétique en janvier, M. Georges Pompidou rencontrera pendant 2 jours M. Léonid Brejnev dans une ville de Biélorussie. Le championnat de France de football reprend dimanche après l'arbitrage de M. Comiti. Après avoir vu M. Edgar Faure, M. Paul Berlier renonce à poursuivre en justice des syndicalistes de son usine. Signature d'un accord sur les salaires à l'électricité et au gaz de France. Négociations sur le Vietnam, une nouvelle réunion aujourd'hui, mais rien de nouveau pour le moment. Enfin, l'acteur français Pierre Clémenti, accusé de détention de drogue, a été acquitté à Rome. Revenons à Apollo 17. Michel Chevalet va nous dire qui sont les astronautes et ce qu'ils vont faire sur la Lune. 40 mois après le débarquement d'Armstrong, seuls les hommes de science conservent encore leur enthousiasme pour la Lune. Pour le grand public, la perfection de la technique a ôté le piment de l'aventure. En somme, si la Lune de l'ami Pierrot est morte, par contre, son mystère reste entier. Car les savants n'arrivent pas à écrire son histoire. Il leur manque le premier et le dernier chapitre. Aussi, ces pages, les savants espèrent-ils les remplir avec le vol Apollo 17. Et pour cela, ils ont délégué leur pouvoir à l'un d'entre eux, Harrison Schmitt. Ce géologue diplômé d'Harvard est civil, ce qui est une nouveauté. Et pour devenir astronaute, il dut subir un long entraînement, ce qui n'est pas un vain mot. Schmitt est donc depuis longtemps le géologue expert de la NASA, puisqu'il guidait depuis le sol les pas de ses camarades en choisissant les sites d'atterrissage et en contrôlant leur entraînement. C'est en compagnie de Eugene Cernan que vous voyez que Schmitt parcourra la Lune durant 3 sorties de 7 heures. Cernan, 39 ans, commandant d'Apollo 17, mais capitaine de corvette, est un vétéran de l'espace puisqu'il participa à Gemini 9, un vol qui d'ailleurs avorta en raison d'une défaillance d'un cône de fusée. Cernan fut aussi baptisé le Cambronne dans l'espace pour sa proportion jurée lors d'une sortie. Il avait en effet lâché son outil dans le vide. Enfin, Cernan est habitué de la Lune puisqu'il l'a survolée à seulement 10 km d'altitude lors du vol Apollo 10. Cette fois-ci, donc, la Lune sera reine avec la science, puisqu'il y aura 7 expériences nouvelles. Par exemple, la mesure de la pesanteur lunaire, la détection à distance de la nature des couches du sous-sol et bien sûr, en compagnie de la traditionnelle Jeep, la collecte des échantillons. Toujours inconnu du grand public, le travail que fera Ronald Evans, le 3e homme, qui restera en orbite autour de la Lune. C'est lui qui fut le CAFCOM d'Armstrong, c'est-à-dire l'interlocuteur lors du vol, lors du débarquement d'Apollo 11. Il s'illustrera par une sortie dans l'espace. Donc, Apollo 17 ressemblera à Apollo 16, le paysage lunaire en moins. C'est lundi soir qu'ils se poseront sur le site de Taurus Littrow. Pourquoi? Bien en raison du nom des mondes du Taureau et du cratère de Littrow. Un site, comme vous le voyez, difficile à atteindre, mais choisi pour répondre à l'attente des spécialistes. Imaginez en effet une vallée entre 2 massifs de 1600 mètres de haut, et surtout une vallée recouverte d'un manteau noir de cendres volcaniques. C'est donc une chance, la dernière chance pour les scientifiques de découvrir si oui ou non la Lune est bien morte il y a 3 milliards d'années. Comme vous le voyez sur votre écran, la Lune sera à l'honneur sur nos antennes, notamment avec des opérations communes première et deuxième chaîne. Mardi 12, de 13h15 à 13h30, les images en différé de la première sortie, puis à 23h15, 24h, un direct pour les images de la deuxième sortie. Mercredi 13, toujours de 13h15 à 13h30, résumé en différé de la deuxième sortie et images en direct de la troisième sortie de 22h20 à 23h45. Enfin, jeudi 14, de 13h15 à 13h30, résumé de la troisième sortie et à 23h50, le décollage en direct de la Lune. Enfin,
émission spéciale Apollo pour 24 heures sur la Une. Lundi 11, une interview d'Edgar Mitchell de 13h15 à 13h30, c'est-à-dire à la place de notre magazine de 13h. Edgar Mitchell fut l'astronaute d'Apollo 14. Enfin, mercredi 13 de 18h à 18h30, la Lune et les jeunes. Et jeudi 14, toujours dans le journal de 20h, en direct, Edgar Mitchell. On se demande maintenant quand l'Union soviétique parviendra-t-elle à faire atterrir un homme sur la Lune, prendra-t-elle en quelque sorte le relais des Américains. Pour le moment, les dirigeants soviétiques paraissent davantage préoccupés, il faut bien le dire, par les questions internationales. La nouvelle rendue publique hier soir d'une rencontre en janvier de messieurs Brejnev et Pompidou a surpris tout le monde. À 13h, notre correspondant à Moscou, Victor Vraman, nous disait au téléphone que c'est M. Brejnev qui a souhaité que M. Pompidou vienne le voir. Les entretiens porteront sur la coopération et surtout sur les questions internationales. Alain Fernbach, où aura lieu cette réunion hors protocole? Le président Pompidou et M. Brejnev se rencontreront le 11 et 12 janvier prochain, quelque part en Russie, sans doute en Biélorussie, c'est-à-dire près de la Pologne. C'est cette région qu'on appelait autrefois la Russie blanche. L'annonce de cette rencontre a provoqué hier soir et ce matin encore quelques surprises. Mais ce soir, elle s'estompe car finalement, les chefs d'État prennent de plus en plus l'habitude de se rencontrer en dehors des capitales, à la campagne, en dehors de tout protocole, et cela pour pouvoir aborder avec plus d'efficacité les problèmes du monde. M. Pompidou a déjà rencontré ainsi l'année dernière M. Hiss et M. Andreotti. Oui, pourquoi cette réunion si tôt, en janvier déjà? Parce que sur le plan international, l'année 1973 sera importante et les deux hommes d'État veulent faire le point sur la conférence européenne de sécurité, sur la rencontre USA-URSS à propos des limitations d'armement stratégique dont les conséquences intéressent l'Europe et en particulier la France. Et puis il y a les vœux des deux hommes d'État qui souhaitent se rencontrer régulièrement au plus haut niveau afin de rendre efficace la coopération entre la France et l'Union soviétique. Alors pourquoi début janvier 1973? Eh bien, en plus des raisons que je viens d'évoquer, après, le calendrier de M. Pompidou est très chargé. Il doit se rendre à Djibouti et Addis Abeba. Et puis, ne l'oublions pas, ensuite, il y aura en France les élections législatives. Oui, des réactions en France à l'annonce du voyage de M. Pompidou en Union soviétique? Des répercussions? Il y a des réactions, mais il n'y a pas de répercussions. Car nous serons bien sûr à quelques semaines des élections législatives, mais il ne faut pas mélanger les genres. Les grandes affaires internationales sont de plus en plus indépendantes des affaires de politique intérieure, des affaires de politique de parti. Pourtant, la gauche, les socialistes et les communistes ont réagi de façon contradictoire. Ainsi, pour le Parti socialiste, messieurs Chevènement et Sarr se demandent si l'annonce du voyage de M. Pompidou a trait effectivement au succès de la conférence de la sécurité européenne ou s'il ne reflète pas, au contraire, un certain désarroi du chef de la majorité devant la montée de la gauche. Enfin, de leur côté, dans un communiqué, les communistes affirment qu'il est dérisoire de prétendre que cette rencontre pourrait gêner les communistes français parce qu'elle se situe à quelques semaines des élections législatives. Merci. Nous passons à l'actualité sociale maintenant. Le conflit chez Berlier entre dans sa 10e semaine. Aujourd'hui, un règlement est en vue. Hier, M. Edgar Faure, ministre des Affaires sociales, a reçu les syndicats. Aujourd'hui, c'était le tour de M. Paul Berlier. À la demande très pressante de M. le ministre d'État, chargé des Affaires sociales, et dans un but d'apaisement qui doit permettre des négociations qui puissent assurer une reprise rapide du travail dans des conditions normales, j'ai décidé de renoncer aux actions pénales et judiciaires que j'avais engagées à la suite des incidents graves survenus dans nos usines. C'est donc l'apaisement. S'il vous plaît, monsieur, puis-je prendre... Espoir donc d'une solution chez Berlier. À l'EDF-GDF, pas de problème. 4 syndicats sur 5 ont signé aujourd'hui avec la direction l'accord sur les salaires pour 1973. La CFDT, qui veut consulter ses adhérents, a décidé de réserver sa signature jusqu'au 21 décembre. L'accord prévoit notamment une augmentation minimum du pouvoir d'achat de 2,5%, un aménagement des grilles de salaire et de la durée du travail qui passera de 40 heures à la fin, qui passera à 40 heures à la fin de l'année prochaine. Des femmes ont notre propre position de l'organisation. Nous sommes là les signataires qui avons accepté, bien entendu, d'apposer notre signature sur cet avenant, car il apporte quand même un certain nombre de points positifs
Mais néanmoins, chacune de nos organisations syndicales ont fait leur propre déclaration pour engager l'avenir sur des bases plus importantes que celles qui nous sont offertes aujourd'hui. Au cours des négociations de signature, la CFDT a déclaré que, comme pour les avenants numéro 1 et numéro 2, elle consultait l'ensemble des syndicats pour savoir si elle devait poser sa signature. Je pense que c'est une bonne chose, tant pour l'établissement que pour le personnel. La preuve en est que les fédérations n'auraient pas signé si elles ne considéraient pas que cet accord leur était également favorable. La CFDT, vous pensez qu'elle signera? Ça, je ne me permettrai pas de me prononcer. Je pense que c'est à elle qu'il appartient de se prononcer librement lorsqu'elle aura pu consulter ses syndicats comme elle le désire. Et que se passera-t-il si elle ne signe pas? Eh bien, elle se trouvera comme cette année, en dehors de nos accords salariaux, c'est-à-dire qu'elle ne participera pas à l'élaboration de la politique salariale, mais que dans le cadre de l'article 9 du statut, elle sera amenée à prendre position au moment où nous déciderons des hausses de salaire. Vous savez que depuis peu, le football fait partie du domaine social avec la grève des joueurs. Une bonne nouvelle aujourd'hui pour les amateurs de ce sport, le championnat de France reprendra dimanche. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Comiti, a reçu cet après-midi les joueurs et les dirigeants. Versailles, il y a une semaine, c'est au Palais des Congrès qu'éclate au grand jour la crise qui couvait dans le football professionnel français. Beretta et Van Dijk font partie des 373 professionnels qui participent ici aux travaux de l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels. Participation, retraite, garantie de l'emploi et surtout contrat de travail font partie des revendications. Tous les joueurs n'ont pas été autorisés à participer à ce congrès. Les dirigeants des clubs n'ont accordé cette autorisation qu'aux seuls délégués syndicaux. Au lendemain des travaux de Versailles, c'est alors le coup de théâtre. À Lyon, les dirigeants de l'Olympique lyonnais sanctionnent 8 joueurs et c'est avec une équipe composée essentiellement de joueurs amateurs que les Lyonnais prennent ici l'avion pour disputer leur match à Bastia. L'UNFP réagit, elle lance alors un ordre de grève pour la journée de championnat. Seuls 2 matchs seront joués régulièrement, 5 seront annulés et tous les autres seront faussés, comme par exemple ce Paris FC Metz où les Messins vont marquer bientôt leur 10e but. Depuis, M. Comiti arbitre le conflit, le ministre recevait aujourd'hui les 2 parties, un règlement est en vue. Dimanche prochain, tous les matchs auront lieu et aussi bien du côté des joueurs que du côté des dirigeants de clubs règne la plus grande volonté d'en terminer avec cela et je puis assurer aux Français que la qualité des matchs dimanche n'aura pas eu à souffrir de la grève de dimanche dernier. Les joueurs professionnels sont un petit peu considérés comme des marchandises, comme la propriété de présidents de clubs. Ne faudrait-il point revoir le contrat à temps? Oui, vous savez, voilà ce qui était décidé ce soir. D'abord que les matchs auraient lieu. Deuxièmement, que la commission paritaire serait saisie du projet de statut émanant du groupement, du projet de statut émanant des footballeurs professionnels et enfin du statut, plutôt, non pas du projet, actuellement en vigueur. La commission paritaire tranchera et pour qu'elle soit entièrement libre, elle siégera au siège du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, 34 rue de Châteaudun. La politique. Le 3e congrès de la Ligue communiste s'est ouvert ce matin à Versailles. Les travaux, qui dureront 2 jours, porteront sur 2 points précis, la préparation des élections législatives et la construction d'un parti révolutionnaire. Maurice Sardou a suivi les travaux de ce 3e congrès. Nous l'écoutons. Pour la Ligue communiste, ce 3e congrès devrait permettre de préciser la stratégie du mouvement au second tour des prochaines élections législatives. 2 tendances vont s'affronter. L'une préconise le désistement pour les candidats du Parti socialiste ou du Parti communiste, c'est-à-dire pour les candidats du programme commun se trouvant dans la meilleure position à l'issue du premier tour. L'autre tendance, celle des minoritaires au comité central, considère que le Parti socialiste n'est pas un parti ouvrier et par conséquent, elle propose à ses candidats de se désister au second tour uniquement pour les représentants du PC. Au premier tour, on présente effectivement environ 120 candidats qui vont défendre les positions de la Ligue communiste, notamment à partir du manifeste que nous avons rédigé maintenant il y a près de 6 mois. En ce qui concerne le 2e tour, l'attitude que nous prendrons par rapport notamment aux candidats de l'Union de la gauche va être décidée par ce 3e congrès qui commence aujourd'hui et qui se termine samedi soir. Fondé il y a bientôt 3 ans sur les principes de la charte de Mulhouse, le PSD, le Parti social-démocrate, regroupe surtout des anciens militants de la SFIO qui veulent se situer à égale distance de la majorité et de l'opposition de gauche. Leur président, M. Muller, tenait ce matin une conférence de presse à laquelle nous avons demandé à Jean Cosec d'assister. Il nous en rend compte maintenant.
Au sein d'une coalition comme celle des réformateurs, comment un petit parti comme le vôtre peut-il jouer un rôle, peser sur les décisions? Vous parlez d'un petit parti. Aujourd'hui, nous avons apporté la preuve que ce petit parti était en train de chercher à devenir une grande formation politique, celle de la social-démocratie française. En effet, nous avons ici, à Issy-les-Moulineaux, en ce jour, pu enregistrer quelques 30 adhésions d'élus municipaux d'Issy-les-Moulineaux, en tête son maire, avec l'adjoint au maire de Meudon, avec quelques-uns de ses conseillers municipaux. Et il faut bien dire que ces deux sections nous permettent aujourd'hui de renforcer la représentativité du mouvement dans la région parisienne de quelques 250 unités. C'est vous dire que nous apporterons la dynamique d'une petite formation en voie de se développer, mais que nous serons une aile dynamique dans le cadre du mouvement réformateur auquel nous apporterons notre pleine et entière compréhension et notre entière contribution. Combien de candidats auront le double label PSD réformateur? Au vu des candidatures actuellement retenues par le mouvement réformateur, nous pouvons situer la participation des candidats PSD entre 20 et 30 de nos amis qui représenteront le PSD dans le cadre du mouvement réformateur. Un dossier toujours bien fourni, hélas, celui de la pollution. Un exemple, aujourd'hui, très grave marée noire dans la mer du Nord, des dizaines de milliers d'oiseaux de mer sont en train de mourir de faim et de froid. Il est impossible de les sauver. La pollution par le pétrole est au reste parmi celles qui sont les plus difficiles à combattre. À Paris, le comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement s'est penché aujourd'hui sur ces problèmes, sous la présidence de M. Pierre Messmer. Questions abordées, propreté du rivage, lutte contre le bruit à proximité des aéroports d'Orly et de Roissy en France. Autre problème évoqué également, les épaves de voitures, les dépôts sauvages des carcasses qui n'en disent que trop nos régions. Et il a été décidé la mise sur pied d'une opération expérimentale instituant le ramassage systématique de ces épaves, et cela dans le département du Nord et les 5 départements de la région Auvergne. M. Gadan, délégué régional à l'environnement pour la région Auvergne, nous précise les principales lignes de cette expérience. Nous voudrions, en liaison avec les conseils généraux, comme je vous le disais, les responsables administratifs concernés, les maires, les services de gendarmerie, procéder à l'identification précise de ces épaves dispersées dans la nature, et puis également à procéder à l'inventaire des dépôts appartenant à des industriels de la démolition non équipés pour procéder à la destruction de ces véhicules. Essayer de mettre en place avec ces professionnels un circuit de collecte et puis avec eux encore procéder à leur destruction. Au cours de la réunion de ce comité fut également évoquée la lutte contre le bruit provoqué en particulier par les véhicules à 2 roues. Et il fut décidé de diminuer durant les 5 années à venir de 5 décibels le volume sonore des 4 roues. M. Poujade, notre ministre de l'Environnement, nous donne des précisions à ce sujet. Nous allons, vous le savez, dans quelques jours, voir entrer en action les brigades anti-bruit, dotées d'un matériel spécial, les 37 brigades qui vont réprimer tous les délits de bruit après une constatation scientifique du bruit. Mais nous avons également l'intention de faire en sorte que les infractions graves en matière de bruit figurent au fichier central des conducteurs que le ministère de l'Intérieur est en train d'établir. Il ne s'agira, je m'empresse de le dire, que d'infractions graves et volontaires. La politique aujourd'hui a cédé la priorité au Père Noël. Il n'y a pas eu de Conseil des ministres aujourd'hui mercredi car l'arbre de Noël de l'Élysée a été avancé d'un jour par rapport à l'an dernier puisque les écoliers ont maintenant congé le mercredi. 600 enfants venus de toute la France, c'était la première fois. Jusqu'à présent, ils ne venaient que de Paris, ont été accueillis par le président de la République et Madame Pompidou. Jacqueline Alexandre était là, voyons son reportage. Pas besoin de vous parler du spectacle, si j'ai bien compris, ça vous a plu.
et j'ai eu l'impression que vous aviez un faible particulier pour Mireille Mathieu. Eh bien, on le lui dira tout à l'heure. Maintenant, vous allez avoir des jouets, vous allez avoir le goûter, et la journée ne se passera pas mal pour vous. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Vous allez vous jeter sur les jouets, sur le petit goûter, et vous rentrerez chez vous en disant à vos parents, on a passé une bonne journée. Cette bonne journée, je suis heureux d'avoir pu vous l'offrir, et je vous embrasse tous, mes enfants. Après le spectacle, le goûter traditionnel. Puis Madame Pompidou a tenu à distribuer elle-même les cadeaux à ses jeunes hôtes. En fin d'après-midi, le président de la République a reçu le ministre de l'économie et des finances, M. Giscard d'Estaing. N'oublions pas, en effet, que c'est demain, après le Conseil des ministres, que seront rendues publiques les mesures que le gouvernement compte prendre pour lutter contre l'inflation. La politique internationale maintenant, le Vietnam, la négociation de Paris, encore une réunion aujourd'hui entre M. Kissinger et les Ductaux. Les négociateurs se sont rencontrés aujourd'hui à Neuilly, dans l'hôtel particulier d'un bijoutier, ami de l'ambassadeur des États-Unis. Quand les pourparlers aboutiront-ils? Ce ne sont pas les rumeurs qui manquent à ce sujet, bien au contraire. Inutile de risquer un pronostic, attendons. Devant l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale, M. Michel Debré, ministre d'État chargé de la Défense nationale, a engagé les nations européennes à ne pas relâcher leur effort d'armement. Renoncer à un effort de sécurité équivaudrait, a dit M. Michel Debré dans son discours, équivaudrait pour les pays européens à accepter d'avance que d'autres décident de leur destin. L'ancien président des États-Unis, Harry Truman, a été hospitalisé dans un état très sérieux à Kansas City. Il est âgé de 88 ans. Je vous le disais tout à l'heure, nous quittons le domaine de la politique. L'acteur français Pierre Clémenti, emprisonné depuis 17 mois en Italie pour détention de drogue, a été acquitté aujourd'hui faute de preuves. Michel Enfrol assistait à l'audience à Rome. Au nom du peuple italien, la Cour d'appel de Rome a entendu les appels interjetés par Lauricella Anna Maria et Clementi Pierre-André. Acquitte Clementi pour insuffisance de preuves, confirme le reste du verdict rendu le 24 février 1972, condamne Lauricella aux frais de l'audience et ordonne la remise en liberté immédiate de Pierre Clementi. Pierre Clementi est donc acquitté et dans 2 heures environ il sera libre une fois terminées les formalités de levée d'écrou à la prison de Rebibbia et la préfecture de police. Arrêté en juillet 1971 à Rome dans l'appartement de son amie Anna Maria Lauricella, Clementi était condamné en février dernier à 2 ans de prison. La police avait découvert dans l'appartement de Lauricella 18 grammes de cocaïne et quelques pastilles de LSD. Emprisonné depuis 17 mois, condamné sur de simples apparences, Clementi s'est toujours déclaré innocent. Et c'est avec impatience, sinon désespoir, qu'il attendait le jour de l'appel. Vous allez rester maintenant combien de temps à Rome? Vous allez repartir avec lui? Je repars demain soir, monsieur. Mais mon fils reste 2 jours de plus à Rome pour régler ses affaires. Et il reviendra en France ensuite? Il revient en France aussitôt, oui. Autre affaire de drogue, celle qui a valu à un ancien général mexicain de se retrouver en prison à Paris. Ce matin, Humberto Mariles Cortés, appréhendé alors qu'il devait transporter de l'héroïne au Mexique, a été trouvé mort dans sa cellule de la prison de la Santé. Selon son avocat, il aurait été victime d'une crise cardiaque. Une autre affaire dont la justice est saisie, un entraîneur, M. Jacques de Chevigny, est accusé d'avoir gravement maltraité un cheval de course qui lui avait été confié. Le tribunal de Creil rendra son jugement demain, car des témoins des sévices infligés à l'animal sont intervenus, ainsi que la justice. Le procès fait sensation dans le monde des courses. Il apparaît que bien souvent les animaux ne sont parfois plus considérés que comme des machines à gagner de l'argent. Un reportage de Gérard Dupuis. Au mois d'avril de cette année, le cheval Sansinena dérobe devant un obstacle à Auteuil. Même refus à l'entraînement et son entraîneur, M. Jacques de Chevigny, après accord du propriétaire, décide de le punir en lui donnant une leçon de hyène. Mais celle-ci, semble-t-il, lui est administrée 48 heures après la faute. Et les quelques coups de fouet appliqués sur les jarrets
qui sont plus ou moins la coutume dans un cas semblable, se transforme en une véritable bastonnade. Parmi les témoins de cette correction, Alain de Châtre. Il est lad chez M. de Chevigny, possède de bons certificats et ne semble pas avoir de raison particulière de diffamer son patron. Il aime les animaux, les chevaux en particulier, et cette scène l'a beaucoup ému. Ils ont été dans un manège couvert pendant 3/4 d'heure. J'ai entendu les coups de manche à balai et coups de cravache sur le cheval. Je les veux ressortir en écume. Après, ils ont remis exactement pareil, autant, 3/4 d'heure dehors, à manège découvert. Ils ont monté dessus, à tour de rôle, ils ont tapé sur la tête du cheval, ils ont donné des coups de manche à balai, des coups de fouet, de tout. Ils ont essayé de le coucher, ils n'ont pas pu. Le premier garçon a dit à un apprenti, va chercher les entraves. Ils ont entravé le cheval, ils l'ont couché. Ils y ont piétiné la tête, à pieds joints. Hein. Monsieur Jacques de Chevigny et ses employés tapaient sur le cheval étant par terre. Un autre témoin a assisté à la scène, mademoiselle Béatrix Mertens, une jeune cavalière belge. À l'audience du tribunal, elle confirmera par lettre que 5 hommes s'acharnent sur le cheval, entravé et allongé à terre. Ces 2 témoignages incitent madame Arbeau-Barrault à porter plainte contre monsieur de Chevigny au nom de la Société protectrice des animaux. Il y a là un abus et cet abus a besoin d'être sanctionné par les tribunaux. Pourtant, plusieurs vétérinaires qui ont examiné le cheval n'ont pas constaté de traces de coups sur lui. À ma connaissance, il n'y a pas plusieurs vétérinaires. Il n'y a qu'un vétérinaire qui a été constaté les traces de coups. Ce vétérinaire est d'ailleurs un ami de M. de Chevigny et il a ausculté le cheval 15 jours après la bastonnade. M. de Chevigny, quant à lui, refuse de répondre aux questions des journalistes. Il est jeune et connaît une brillante réussite en tant qu'entraîneur. Sa comparution devant le tribunal a déjà fait couler beaucoup d'encre et a eu un certain retentissement au syndicat des entraîneurs. Il n'a pas nié les faits, il a simplement dit que les témoignages avaient été exagérés, que ce n'était pas exactement ce que la presse avait écrit et ce qu'il avait été dit. Néanmoins, il n'a pas nié que la correction ait été donnée 48 heures après. Oui, il a dit qu'effectivement, il avait voulu redonner une leçon d'hier à ce cheval après la course, qui nous a paru un petit peu extraordinaire. Mais Sansinena était-il bien destiné à une carrière sur les champs de course? On peut en douter. Mal castré, il semblait souffrir et par cela paraissait inapte aux dures exigences de la course. D'ailleurs, quelques jours après la correction, il est présent sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte où il refuse de courir. Le pur sang est disqualifié à vie. Alors, pourquoi tant d'obstination? Les chevaux ne seraient-ils considérés que comme des machines destinées à rapporter de l'argent? Un cheval, on ne peut pas l'obliger à aller vite s'il est mauvais. Non, mais par contre, on peut le corriger de certains défauts. Vous pouvez corriger un cheval d'un défaut si ce n'est pas dû à une souffrance, disons. Un cheval peut très bien être corrigé en le prenant par la douceur. Aujourd'hui, Sansinena, à l'abri des curieux, coule des jours paisibles près d'un petit garçon de 8 ans, son nouveau propriétaire. Mais pour M. de Chevigny, c'est sa carrière d'entraîneur qui est en jeu. Penchons pour l'application de la loi du talion. Théâtre maintenant, le conflit social à la Comédie Française n'est toujours pas réglé. Les négociations continuent, mais si le théâtre français reste fermé, la grande saison du tricentenaire de Molière est sauvée grâce au chapiteau de Jean Richard loué à la Comédie Française. Il est installé dans le jardin des Tuileries. Premier spectacle, le 15 décembre, un reportage à ce sujet. Il est évident que le chapiteau sous lequel nous allons jouer sera un chapiteau aménagé et qui, en dehors de l'extérieur, qui n'est pas modifié, sera tout à fait différent d'un cirque. Il s'agit d'une salle de théâtre reconstituée à l'intérieur d'un cirque, avec les spectateurs d'un côté et les acteurs de l'autre, un cadre de scène et quelques décors. Et je pense en outre que l'atmosphère même du chapiteau, le principe de l'estrade, disons, n'est pas très loin de l'esprit de création de Molière et que ce chapiteau nous fait penser irrésistiblement à l'illustre théâtre et au voyage qu'a fait Molière avant de se fixer à Paris. Alors Jacques Charon, c'est vous qui allez essuyer les plâtres, les Non, toiles. pas tout à fait. C'est toute la troupe de la Comédie Française parce que nous allons jouer 4 fois la troupe du roi, qui est un montage sur la vie et les œuvres de Molière. Et là, toute la troupe sera présente. Mais 4 jours après, nous jouons le Bourgeois gentilhomme dans une nouvelle présentation, une nouvelle mise en scène de Jean-Louis Barrault, la chorégraphie de Claude Bessy. Et j'ai l'honneur, la joie de jouer M. Jourdain pour la première fois. Vous aimez le cirque? J'adore le cirque.
Vous savez, je suis un très grand ami de Jean Richard. Je crois que Jean Richard a joué pour la première fois la comédie avec moi. C'était en tournée, on a joué Jean de la Lune ensemble. Depuis, il est devenu un grand ami. J'ai toujours suivi ses activités de cirque, justement. Et c'est sans regret alors que vous cédez votre chapiteau? Comment sans regret? Je ne veux pas dire avec joie non plus, parce qu'on ne peut pas dire qu'une situation comme celle qui amène le fait de monter un chapiteau puisse vous amener de la joie. C'est pas vrai, mais enfin, ça me fait plaisir de leur rendre service, sûrement. Prochaines informations à 24h dernière, vers 23h10, elles vous seront présentées par Patrice Duhamel. Nous refermons ce journal, je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.